Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous avons 2 heures devant nous, 2 heures volées à la nuit pour apprivoiser les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil, du temps pour parler de vous, de vos doutes, de vos fragilités, de vos soucis, mais aussi de vos espoirs. Jeanne et Paul sont à l'autre bout du fil, au 39 21, prêts à vous accueillir, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous adresser dès maintenant vos mails sur le site europe1.fr. Vous pouvez d'ailleurs vos mails les adresser à tout moment. Les SMS, en revanche, une demi-heure avant l'émission, mais pas plus. Vous pouvez commencer à en envoyer si vous le souhaitez. Et bien sûr, pendant les 2 heures de direct, au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. 39 21, je vous attends. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Denis. Bonjour, ou plutôt bonsoir, oui. Oui, c'est comme vous voulez. Alors moi je vous appelle pour j'arrive pas à couper le cordon ombilical avec mes parents. Ah, oui. Parce que c'est qu'en plus, c'est que je m'entends pas avec eux. Oui, et malgré tout, vous n'arrivez pas à vous éloigner. Non. Et vous avez quel âge Moi j'ai 43 ans. Oui, et vous vivez chez eux? Non, je suis chez moi. Je suis plus chez mes parents depuis 1993. Bon, j'ai déménagé 2 fois. Maintenant, je suis dans ma maison, propriétaire. Oui. Pour me rapprocher de l'exploitation de mes parents, parce que mes parents sont agriculteurs et moi aussi. Oui. Et j'arrive pas à couper le pont, faire la différence entre la partie travail et la partie privée. Personnelle, du moins. Parce que vous travaillez sur la même exploitation, c'est l'exploitation familiale? Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué, cela dit. Oui. Oui, parce que vous avez repris le flambeau, là. Oui, voilà. Il y a cet héritage, familial. Oui. Ouais. Et c'est-à-dire, c'est vos parents, votre père qui dirige encore, qui... Ah oui. 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 Parce que j'ai mon père qui est coléreux et puis bordélique, il n'y a pas d'autre mot. Et puis ma mère, elle est autoritaire, possessive et puis maniaque. Alors ils s'entendent pas entre eux déjà. Oui. Ils se disputent souvent? Ah oui, souvent, oui. Même quand je suis pas là, J'ai 2 sœurs. Oui. Qui sont plus jeunes que moi, qui ont 8 ans de moins que moi. C'est des sœurs jumelles. Elles ont réussi à rompre assez facilement. Ouais. D'ailleurs, elles sont plus heureuses que moi. Ouais, c'est pas que je suis malheureux, mais je veux dire, j'arrive pas à rompre. Oui, c'est compliqué parce que vous travaillez aussi avec vos parents. Oui. Et oui, donc vous pouvez pas tout à fait rompre, enfin vous éloigner, puisque vous avez cette proximité toute la journée finalement. Vous voyez tous les jours. Oui, je vois tous les jours. Surtout que maintenant ma mère est en retraite. Avant, elle travaillait dans un cabinet d'assurance. Mon père, il a toujours été sur la ferme. Bon, il est en retraite depuis un petit peu plus d'1 an. Mais il faut qu'il soit toujours aux commandes. Voilà, c'est ça. C'est qu'il a du mal à lâcher le pouvoir. Mais il a beau être à la retraite, surtout dans ce type de métier. Ils sont agriculteurs, vous êtes agriculteur. Ouais. Enfin, c'est pas, on raccroche pas comme ça. Ah non. Il y a toujours, il veut voir, c'est son bébé aussi. Il veut voir si vous vous en occupez bien. Voilà, c'est ça. Et j'imagine que il y a certains trucs que je suis obligé de faire derrière son dos, sinon j'avance pas. Parce qu'il est toujours avec ses anciennes méthodes, tout ça. Alors c'est pas facile. Et oui, c'est ça. Il veut rien que, enfin, il a du mal avec le changement. C'est ça. Vous dites, il a des méthodes bien à lui, et si vous en avez des nouvelles, ça lui va pas. Ouais. Sinon, mes problèmes ont commencé quand j'étais encore à l'école. Du jour où je suis parti en pension, là, il s'est passé quelque chose. Je savais que c'était psychologique, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus à ce moment-là. J'ai eu la maladie de Crohn. Ah oui, ça c'est sacrément embêtant, oui. J'ai toujours refusé d'être opéré parce que ils m'ont fait des examens, à chaque fois c'était pour des examens, mais j'ai toujours refusé d'être opéré.
Parce que je savais que le problème ne changerait rien si on m'opérerait, ça reviendrait. Oui, mais il peut y avoir une amélioration quand même. J'en sais rien, moi. Non, c'est pas ce qu'on vous a dit. Pour moi, la maladie de Crohn, c'était la conséquence du problème avec mes parents. Ah, j'en ai toujours été convaincu, et puis après, ça s'est dévié sur dans les années 90. Après, ça s'est dévié sur le mental. C'est-à-dire que ça m'est monté à la tête, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire? Comment dire, j'avais des hallucinations parce que j'avais pas confiance. Parlez bien dans le combiné, je vous sens loin tout d'un coup là. Voilà. J'avais des hallucinations. Je causais très peu parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, mes parents étaient toujours là pour me dire mais t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. Qu'est-ce que vous aviez? Vous parlez d'hallucinations, c'est-à-dire elles étaient comment, visuelles, auditives? Les deux. Les deux? Vous entendiez des voix? Oui. Oui, qui vous disaient quoi? C'était qu'est-ce que? C'est pas des voix, mais je sais que sur le côté, quand je regardais quelque chose, je voyais un rectangle gris. Ouais. D'accord. Sinon, j'entendais des bruits alors qu'il n'y en avait pas. Hein. Ça, on me l'a dit qu'après. Que... Vous avez été hospitalisé? Oui, au moins 3 fois. En urgence? 3 fois en urgence, et puis ou 2 fois en urgence. Mais les 2 premières fois, c'est moi qui ai demandé à y aller à l'hôpital. D'accord. Et je voyais que ça allait pas. Ça allait plus. Vous vous sentiez mal, oui. Ah, oui. Bon. Et donc, et par rapport aujourd'hui, c'était quand ça? C'était il y a combien de temps? Le dernier coup, j'ai été hospitalisé, c'est en 2008. D'accord. Et depuis, vous avez un traitement Oui, j'ai un traitement, oui. Depuis, parce que le premier coup, j'ai été hospitalisé, le traitement, il a commencé au début des années 2000. Vous prenez des neuroleptiques? Ah, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Que c'est... D'accord. Me donnez pas on peut pas faire de la publicité pour les médicaments. Oui, d'accord. Mais vous prenez sous forme de gouttes? Qu'est-ce que vous prenez? Non, c'est un comprimé. Un comprimé de chaque le soir. D'accord. Un des 2 comprimés à prendre. Et vous n'avez plus d'hallucinations depuis? Non. D'accord. Non. Bon, donc ça marche bien. Ouais. Et je suis. Avant, j'étais suivi par un CMP, c'est-à-dire une antenne de l'hôpital. Et puis, c'est revenu parce que tout ça, mes hospitalisations, mes parents étaient au courant, mais j'allais voir une psychologue au CMP. Oui. Et c'est revenu aux oreilles de mes parents. Quoi? Que vous alliez voir Que j'allais voir une psychologue. Comment c'est revenu? Quelqu'un vous a vu rentrer dans le CMP? Vous savez pas? Oui. Ah oui. De toute façon, c'est pas. Y a aucune honte à aller dans un CMP, aller consulter une psychologue. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents? Ils n'ont jamais voulu me dire comment est-ce qu'ils l'avaient appris. Mais ils vous en ont parlé? Ah oui. Oui, ça vous a énervé, parce que ça c'était, c'était, vous vouliez pas que ça se sache, c'était votre, ce que je peux comprendre, hein, c'était votre vie à vous et vous aviez vraiment besoin d'avoir un endroit à vous. Voilà. Parce que c'est justement, vous avez du mal à faire la part des choses, ouais. Du coup, je suis allé voir une psychologue indépendante. 3 semaines, un mois après, pareil, c'est revenu aux oreilles de mes parents. Alors que je leur avais jamais dit, ni où, ni... Alors là, j'en ai parlé à la psychologue et je lui ai dit... elle me dit, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui vient dans le cabinet? Je dis, surtout que c'est une maison médicale, donc il y a plusieurs professions. Je dis, ça peut être que la secrétaire. Hein. Du coup, elle m'a dit, je vais lui en parler. Mais mes parents, à chaque fois que... D'ailleurs, quand il y a un sujet de discorde, je leur dis, dis-moi voir qui c'est qui t'a dit. Ça, on n'a pas à te le dire. Oui, vous vous sentez encore comme un enfant, quoi. Vous vous sentez encore infantilisé. Oui, parce que ils veulent maîtriser, ils veulent dominer. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'entendent pas bien entre eux, mais ils s'entendent bien par rapport à vous, pour vouloir continuer à faire comme s'ils n'avaient pas vu que vous aviez grandi. Voilà, alors que c'est très bien que vous alliez voir une psychologue, surtout suite à ce qui s'est passé, aux hallucinations que vous avez eues, donc que vous contentiez pas du traitement médical, mais que vous ayez un endroit aussi pour parler. Donc vous n'avez pas arrêté quand même du fait que vos parents étaient au courant? Non, j'ai pas arrêté. Parce que je lui en ai parlé à la psychologue. À la première psychologue du CMP, je lui en ai pas parlé. Oui. Alors, du coup, comment elle a réagi, cette psychologue, quand vous lui avez dit que ça vous avait énervé, que vos parents soient au courant? Psychologue? Non, celle à qui vous en avez parlé, là.
Elle a dit, elle est tombée des nues, si on peut dire comme oui, ça. bah oui, parce qu'elle est tenue au secret, hein. Bah c'est sûr qu'elle va pas. Oui. Ça, j'en mettais pas. Mais vous savez, quelqu'un a pu vous voir rentrer, hein, simplement, et vous êtes dans un, vous habitez quoi, une petite ville? Où je vais, c'est quand même à 20 km de chez moi, alors. Oh oui, mais enfin 20 km, vous savez, c'est la grande ville, donc les gens vont faire des courses. Il suffit que quelqu'un c'est encore une plus petite ville où je suis, alors. Oui, bon, enfin, vous savez, ouais. il suffit que quelqu'un vous voit rentrer et puis en parle. Les gens peuvent pas s'empêcher de parler. Mais encore une fois, vous n'avez rien fait de mal, hein. Au contraire, c'est très bien. Mais c'est que je me sens espionné, c'est ça. Oui, mais ça, est-ce que vous vous sentiez déjà pas un peu espionné avant? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que... Je peux même me douter si les hallucinations ne seraient pas la cause de ça, d'ailleurs. Oui, vous vous sentiez par rapport à quoi? Après, on a toujours le doute sur n'importe quoi, hein. Après, on soupçonne n'importe qui, hein. Oui, mais c'est pas, je vous dis, c'est pas très grave, ça. L'important, c'est que ça vous empêche pas de continuer votre travail. Alors, en même temps, vous vous sentez, quand vous dites contrôler, c'est-à-dire que vos parents, comme vous travaillez là, tous les trois, même s'ils sont à la retraite, ils continuent à travailler sur l'exploitation agricole familiale, et donc vous vous sentez pas tout à fait libre de vos mouvements. Voilà. Mais ça, c'est compliqué quand on travaille, quand on reprend une entreprise familiale. Il faut du temps pour trouver ses marques, et il faut d'abord que les parents acceptent de passer le relais, ce qui est pas toujours évident. Oui, c'est pas évident. Hein, c'est pour beaucoup. Je sais pas si vous avez d'autres amis agriculteurs qui ont repris comme ça une propriété familiale. Oui, quelques amis, ouais, des anciens copains d'école, ouais. Oui, vous en parlez un petit peu, vous, de vos difficultés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, j'en parle pas de ça, mais... Non, mais de dire que, je parle pas de votre hospitalisation, mais qu'avec vos parents, parfois, oh là là, bon, ça vous ennuie un peu, vous pouvez pas vous affirmer comme vous voudriez. Non, on n'en parle pas, mais je pense qu'ils doivent s'en douter, parce que, il y en a j'ai un copain, il a rencontré quelqu'un, ses parents ont réussi à bien détacher l'affaire. J'ai deux autres copains, eux, les parents, ils sont partis en retraite, et quand ils ont pris leur retraite, ils ont donné les bâtiments d'habitation aux enfants, et puis eux, ils sont allés vivre ailleurs, les parents. Mais ça, c'est encore le mieux, oui. Oui, alors que vous vivez indépendamment de vos parents, mais vous allez travailler sur le lieu où vivent vos parents. Ouais. Mais vous n'avez pas de quelqu'un auprès de vous? Vous n'avez pas de compagne? Non. J'en ai eu une en 2001 ou 2002, je sais plus exactement, et puis depuis plus personne. J'ai eu une aventure il y a 3-4 ans, à peu près, Oui. Mais bon, je savais que ça pouvait pas durer, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, alors... après tout, pourquoi pas? Oui. C'était plus physique que sentimental, hein. Oui, écoutez, vous ne vous sentiez pas attaché à cette femme, enfin pas amoureux. Si, mais sans plus, là. Sans plus, d'accord. Je savais que c'était plus une aventure qu'autre chose. D'accord. Autant pour elle que pour moi. Ouais. Bon. Mais parce que ça joue aussi le fait, certainement, vous savez, quand on reste, de toute façon, pour les parents, on est toujours d'une certaine façon, l'enfant, hein. C'est compliqué pour des parents de voir leur enfant grandir. À la limite, ils peuvent vous commander, vous dire comme si, ils n'avaient pas vu que vous aviez 40 ans, mais que vous en avez toujours 10. Et c'est d'autant plus accentué, certainement, par le fait que vous êtes seul. Donc ils vous voient pas vous êtes vraiment le fils, le fils qui est resté à la ferme, et dont ils doivent être heureux, hein, en même temps que vous ayez repris cette ferme, cette exploitation agricole, parce que c'est le fruit de leur travail aussi, hein. C'est pour ça qu'ils y sont autant attachés. Et c'est vrai que pour vos sœurs, ça a pas dû être, c'est plus simple. Alors déjà, elles sont jumelles. Oui. Donc elles sont très complices, certainement. Voilà, elles forment, comme vous dites, une petite équipe, exactement. Elles toutes seules, elles forment une petite équipe. Et puis, en tant que fille, il n'y avait pas forcément la pression qu'il y avait peut-être sur vous pour reprendre l'exploitation agricole familiale. Oui, je sais. Hein, elles pouvaient peut-être plus de liberté. Alors que vous étiez le seul garçon, le seul fils. Et donc, sur vos épaules reposaient beaucoup de choses. C'était un choix de votre part de reprendre ce métier d'agriculteur? Oui et non.
Bon, ce qui m'a attiré dans le métier, c'est surtout qu'il y avait la diversité du travail. Parlez bien dans votre téléphone, hein, Il y a Denis, surtout la s'il vous plaît. diversité du travail. Hmm. Ouais, c'est pas tous les jours, on fait pas le même travail toute l'année, tous les jours. Et puis on est proche de la nature. Non, à une époque, j'ai voulu en 2005-6, j'ai voulu arrêter. Et puis je me suis rendu compte que dans les autres professions, il y avait des difficultés aussi. Hein. Il n'y a pas de métier facile. Hein. Non. Mais vous aimez ce que vous faites, Ah oui, voilà, cette diversité. Bon. Donc, alors couper le cordon, c'est très difficile parce que c'est-à-dire vous dans la mesure où vous reprenez, vous êtes sur l'activité et que vos parents, ils sont à la retraite depuis combien de temps? C'est récent. Mon père, il est en retraite depuis 1 an, un petit peu plus d'1 an, et puis ma mère, ça fait 2 ans. D'accord. Oui, donc c'est très récent. Ouais. Donc ils sont encore jeunes, j'imagine. Ils ont quel âge? Plus tant que ça, parce que mon père a 70 ans et ma mère en a 65. Oui, mais enfin, bon, ils sont en bonne santé visiblement. Mon père, non plus trop là. D'ailleurs, il commence à un peu plier. D'ailleurs, j'ai été obligé de prendre un salarié parce qu'avant on était 2 sur l'exploitation. Bon. J'ai été obligé de prendre un salarié saisonnier. Oui, parce qu'il fatigue pour vous. Oui, mais il peut plus faire grand-chose à part commander, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais oui, c'est ce qui lui reste. Oui, c'est ce qui lui reste. Oui. Bon, il faut que vous arriviez un peu à le. C'est sa façon, c'est un peu l'œuvre de sa vie aussi. Hein. Donc il doit en plus, il se sent diminué. Il y a la retraite, il se sent diminué s'il est un peu souffrant là en ce moment. Donc, je crois qu'il faut plutôt le rassurer en lui disant que vraiment, vous êtes très attaché à ce que vous faites, et c'est parce que aussi vous l'avez vu faire. Et évitez d'entrer en conflit avec lui, parce que finalement vous faites du mal et vous n'allez pas le faire changer, votre père. Je sais pas ce que vous dit votre psychologue, hein, parce que vous devez en parler avec elle. Mais oui, on en a déjà discuté plus d'une fois. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? L'histoire du le cordon ombilical, parce que j'ai pas revu la psychologue depuis le mois de septembre. Ah, mais ça fait long. Pourquoi vous ne l'avez pas vue? Elle ne pouvait pas vous donner de rendez-vous? L'année dernière, elle a eu un problème de santé. Oui. J'ai eu une remplaçante que je suis allé voir dans son cabinet à elle, à 30 km de l'autre côté, à l'opposé. Et puis elle est revenue un petit peu, puis là, elle a rechuté. Alors du coup... Ah oui. Oui, et sa remplaçante ne peut pas être plus près, vous recevoir en attendant. Si, mais n'est pas le même contact. Pas le même contact. Ouais. Mais elle va continuer, cette psychologue, malgré ses problèmes de santé. Elle peut quand même. Rien. Je peux pas vous dire. J'espère pour elle et pour vous. Oui. Parce que si jamais, j'espère que vous allez pouvoir reprendre, parce que c'est important, ça va être un soutien pour vous de vous puissiez un peu par moment dire ce que vous avez sur le cœur, que ça vous énerve, de façon à pas affronter, je pense, votre père directement. Je crois qu'il faut surtout le rassurer en lui disant que il ne s'inquiète pas, que vous faites au mieux, et puis quand il veut vous donner peut-être des conseils, même si vous trouvez que ce sont des vieilles méthodes, le braquez pas forcément, si vous voulez, en disant, écoute, oui, parce que vous savez d'ailleurs, même on dit les vieilles recettes de grand-mère parfois, il y a du bon aussi. Parfois, on y revient pour l'entretien de la maison. Je parle évidemment les recettes de cuisine, mais même des soins de beauté, l'entretien de tout pour nettoyer, pour le ménage, pour des trucs. Il y a des vieux trucs de grand-mère qui fonctionnent bien. Alors, même si ça a changé, votre métier a évolué et que maintenant vous avez acquis de nouvelles méthodes, il y a peut-être des choses aussi dans ce qu'il vous dit lui qui, sur le moment, ça vous énerve parce que ça vient de votre père, peut-être que finalement, en notant un petit peu dans un coin, il y a des choses qui vous seront utiles et vous vous direz après, parfois peut-être dire, c'est vrai qu'il n'avait pas tort finalement. Oui, je m'en suis déjà rendu compte de ça, oui. Ils ont des trucs et c'est aussi sa façon certainement maladroite, mais de vous transmettre quelque chose, de vous transmettre son savoir, parce qu'il doit être très fier. Que vous ayez repris et c'est sa façon à lui, maladroite, mais de vous aider dans ce côté un peu, comme vous dites, c'est quelqu'un d'un peu colérique, s'il est un peu soupolé.
Mais il n'a pas un mauvais fond, dans ce que je comprends. Non. C'est qu'il veut plutôt vous... Bon, il veut vous aider, mais avec son tempérament où il est comme ça, quoi. Hein. Il reste le père, il veut... Mais il veut certainement vous transmettre le plus possible de choses pour que ça marche, quoi. Oui. Hein? Donc, alors après, ce qui est important, c'est qu'à côté, peut-être, comme le dit Ninon, pour que vous puissiez reprendre un peu, vous émanciper, plutôt que couper le cordon, prendre un peu d'autonomie, ça serait bien que vous ayez un entourage amical et amoureux. Mais ça, ça se trouve pas sous le pavé d'un cheval, mais vous pouvez... sous le pavé, sous le sabot d'un cheval, mais vous pouvez peut-être... vous verrez vous ménagez un peu de temps de loisir. Enfin, je sais que c'est compliqué le temps de loisir quand on est agriculteur, mais vous ménagez un peu de temps pour pouvoir faire des rencontres. Vous voyez, c'est ce que dit Laurence, qui dit est-ce que vous sortez un peu le week-end pour voir d'autres personnes? Pourquoi ne pas vous permettre d'avoir un loisir en dehors du cadre familial? Alors c'est vrai que quand on est agriculteur, les week-ends, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai eu des travaux dans ma maison, tout ça, donc j'ai pas eu le temps. Sinon, j'adhère à une association, je crois qu'on peut le dire, je l'ai trouvée sur Internet il y a 2 ans, ça s'appelle l'Association française des solos. D'accord, oui. Sur des personnes, il y a différentes antennes. Moi, l'antenne la plus près, elle est à 110 km de chez moi, alors je vais de temps en temps. Elle est à 160 km 110 km. 110 km, oui. Mais cette association, vous êtes inscrit sur Internet? Comment vous avez fait? Oui, j'ai inscrit par Internet, et puis après, on peut organiser des activités, et puis on rencontre des gens. Là, c'est une association qui est propre aux séparés, aux divorcés. Bon, ils acceptent les célibataires, mais c'est propre aux séparés et divorcés. D'accord. Mais c'est que je suis dans les plus jeunes dans l'association. La moyenne et d'âge, vous avez essayé, il y a onvasortir.com, il y a aussi ça, je crois que c'est ça, onvasortir.com, quelque chose comme... Je comprends pas trop le site parce que il y a que 2 ans que j'ai Internet, donc je sais encore pas trop. Ah oui, c'est pas moi qui vais vous expliquer, parce que je sais pas. Mais si vous êtes allé sur l'association des solos, c'est un peu pareil, non? C'est ça, une fois que vous avez pris le système. C'est différent, oui. Oui. Après, parce que là, ils proposent des sorties. Oui. Donc c'est vrai que l'association des solos, c'est bizarre, c'est plus, parce qu'il y a tellement de choses pour les célibataires, c'est plus pour les gens qui ont été séparés, divorcés. Mais sur On va sortir, ils organisent des sorties avec donc quelques personnes. Au départ, c'est organisé comme ça. Puis après, vous créez des sympathies avec certains que vous pouvez revoir, aller au resto ensemble, au ciné, faire faire du sport, ce que vous aimez. Et puis de là, vous faites un petit groupe comme ça d'amis, et puis peut-être aussi il peut y avoir une attirance pour quelqu'un. Donc ça vaut le coup, peut-être si vous avez un copain parmi vos copains là que vous voyez, lui il est peut-être plus à l'aise que vous sur Internet, il pourra vous filer un petit coup de main. Non, ils ont pas Internet? Il y en a, il a Internet depuis très peu de temps. Alors, eh ben vous, à la limite à vous deux, c'est plus marrant d'être à deux quand on bloque un peu. C'est bien, À deux, vous pourrez rigoler. Surtout que ça peut être gênant quand on va sur des sites un peu spécialisés ou quoi. Quoique encore avec un copain, on peut en rigoler. Mais là, en plus, je veux dire sur ces associations, que ça soit celle des solos ou celle de onvasortir.com, il y a rien de, il y a rien de mal, franchement. Enfin, même les autres d'ailleurs. Vous êtes adultes et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est pas gênant, quoi, d'aller voir sur ces sites. De rencontrer quelqu'un, ça m'intéresse plus. Ah bon? Ah oui, non, j'en suis, pour ainsi dire, dégoûté. Ouais. Mais dégoûté de quoi? Je sais pas, non. Puis je sais pas. C'est peut-être l'effet que je suis devenu célibataire endurci ou j'en sais rien, mais non. Ça m'intéresse plus du tout. Alors, mais peut-être à ce moment-là pour sortir, pour élargir un peu votre cercle d'amis. Par contre, avant, c'est une obsession de rencontrer quelqu'un. Oui. Mais depuis 4-5 ans, non, ça ne me dit plus rien du tout. Sinon, il y avait Marie qui disait, alors autre solution, puisque vous êtes agriculteur, c'est vous inscrire à l'émission L'amour est dans le pré. Oui, ça... On me l'a déjà dit plus d'une fois que j'aurais dû m'y inscrire. Forcément, on ne pouvait pas ne pas vous la faire. Oui. Vous regardez l'émission? Jamais. Jamais? Ah bon? Non. J'ai regardé 1 ou 2 fois au début. Oui.
Le principe qui me plaît pas, c'est que ça fait style entretien d'embauche quand on fait venir les 2 filles sur l'exploitation. Alors là, ça fait de la concurrence, j'aime pas ça. Oui, vous verriez pas avec 2 filles qui viendraient. Ben, remarquez, même vos déjà parents. Rien qu'une. Comment? Même déjà une, vous auriez du mal. Déjà débordé alors. Mais peut-être que vos parents vous laisseraient un peu tranquille comme ça. Ils s'occuperaient des 2 jeunes femmes. Oh non, j'ai pas dit c'est pas vous, ni à vos parents ni à personne de vous inscrire. S'il y avait 2 jeunes femmes qui venaient, comme vous dites, selon le concept de l'émission, sur l'exploitation, vous rejoindre. Peut-être que du coup, il serait moins sur vous, votre père. Il s'occuperait un peu des jeunes femmes, il donnerait son avis, plutôt celle-là, plutôt non, plutôt l'autre. Non, alors là, si j'ai encore des conseils là-dessus, non, là, c'est moi qui me marie, c'est moi qui rencontre quelqu'un, c'est pas eux. Hein. Non, c'est vrai, mais on le voit dans certaines émissions où les parents donnent beaucoup leur avis. Ah ouais. Alors, il y a Annie qui dit les solos organisent aussi des sorties. Oui, ils organisent des sorties. Voilà, l'activité sportive et tout ça. Bon, donc. Oui, il y a même des trucs comme ça. Ouais. Essayez je vous dis c'est vrai que c'est compliqué parce que vous travaillez avec vos parents, mais votre père, malheureusement, il a des problèmes de santé qui font qu'il est obligé de se mettre un peu en retrait. Et finalement, pour vous, ça vous permet de plus vous investir. Vous voyez, vous avez recruté un saisonnier. Bon. Et quand il vous donne comme ça, ses conseils, laissez-le un peu et rassurez-le plutôt. Je pense que c'est ça. Mais comme j'ai déjà dit à ma psychologue, mes parents, je vais les avoir à l'usure. C'est malheureux de causer comme ça. Hein. Oui, et puis entre-temps, mais c'est bien parce que le fait de pouvoir en parler, oui, parce que ils vieillissent et puis à un moment ils vont désinvestir aussi un petit peu. Mais là, ça montre, c'est aussi leur bébé, quoi. Donc ils ont du mal. Et vous êtes leur fils, alors ça fait, vous voyez, ils tiennent à vous et à l'exploitation comme à la prunelle de leurs yeux. Hein. Ah bah oui, voilà. Mais petit à petit, oui, vous allez trouver vos marques les uns et les autres. Hein. Ouais. Bon courage. Ouais, merci. Bon courage, Denis. Merci d'avoir appelé. Bonne soirée, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche, 39 21 34 centimes la minute. Un petit SMS de Sergio qui dit mais pourquoi Denis ne se rend pas à la Jeune Touze? Ben oui, ça faisait longtemps, hein, Sergio, vous prenez des notes, qu'on n'en avait pas parlé de cette célèbre foire aux célibataires qui revient assez régulièrement. Franchement, on fait ce qu'on peut dans l'émission pour que il y ait beaucoup de monde à la Jeune Touze. Et puis Cathy qui me dit vous comptez faire un psy show sur M6? Oui, bien sûr, où je réunirai que des agriculteurs. Je pense que c'est déjà fait, hein, vous voyez, et ça marche assez bien. Allez, on va accueillir maintenant Caroline. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est un petit peu bizarre quand même d'appeler en fait, parce que d'attendre comme ça. Il y a longtemps que vous attendez? Non. Non, la pression est un petit peu montée en attendant. Oui. Bon, alors on va aller dans le vif du sujet comme ça. Je crois que vous êtes assez en colère, m'a-t-on dit? Oui, je suis très en colère. Bon. Très en colère. Qu'est-ce qui se passe parce alors? Que mon ami m'a trompée en fait pendant que j'étais enceinte avec quelqu'un que je voyais pratiquement tous les jours et qui côtoyait tous les jours parce qu'il allait lui acheter du pain en fait. Et en fait, je suis très très en colère parce que je n'ai rien vu, absolument rien, et que j'ai appris ça par hasard via SMS, une fois que c'était plus ou moins terminé, on va dire. Donc, ça m'a vraiment mis en colère et à partir de ce moment-là, j'ai voulu tout savoir. Puisqu'elle connaissait tout de moi, je voulais tout savoir. Et j'en apprends tous les jours un petit peu plus. Et tous les jours, ça me met encore plus mal parce que je me dis qu'il me continue à me mentir. Il me dit, ça y est, il a tout dit. Voilà. Et donc, en fait, j'ai une très très grosse envie d'exprimer ma colère en me vengeant de lui, d'elle. Oui, qu'est-ce que vous envisagez? Surtout le pire, c'est que c'est pas lui spécialement que j'ai envie de faire souffrir. Pourtant, c'est celui qui souffre le moins, mais c'est surtout elle. Donc, voilà, c'est ça ma colère. Comment j'aimerais pouvoir m'en sortir en fait. J'aimerais. Oui, parce que ça vous fait c'est à vous que vous faites du mal finalement à être dans cette colère. Bon, en même temps, cette colère, elle est là et on peut
peut que la comprendre, et c'est important que vous puissiez l'exprimer, parce que c'est pas en la refoulant qu'elle va pouvoir s'évacuer, hein. Mais cette colère, finalement, après qui êtes-vous en colère, autant en colère? Je suis en colère après moi, mais après elle aussi, puisqu'elle me voyait tous les jours, elle me voyait avec mon gros ventre, elle osait me poser des questions. Et enfin bon. Et pourquoi vous êtes en colère? Elle osait même me dire que son patron qui s'était fait souffler sa femme par un homme. Oh le pauvre, tu te rends compte avec tout ce qu'il vit. Et elle osait faire la même chose avec mon mec, quoi. Vous étiez proche? Elle me regardait en face. Et, disons qu'elle était surtout proche de mon amie, en fait. Elle venait nous voir. Non, mais attendez. Oui. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est cette femme, parce que c'est d'autant plus... Non, elle n'est pas proche de moi. Non, pas elle du pas tout. Alors pourquoi elle vendait du pain, d'accord? Parce que j'ai compris que votre amie allait lui acheter du pain, d'accord? Mais je croyais que c'était parce que c'était quelqu'un qui pouvait pas sortir. Non, c'est son métier. D'accord. C'était son métier, métier. Bon, donc aujourd'hui, vous avez accouché là aujourd'hui, Caroline? Ah oui, j'ai accouché. C'était il y a combien de temps? Après mon accouchement. C'était il y a 2 mois. Donc vous avez un bébé de 2 mois là? Oui. Et ce n'est pas retombé cette colère. Vous êtes toujours malgré la naissance. Comment votre mari? Je l'ai appris après mon accouchement. D'accord. Je l'ai appris un petit mois après mon accouchement. Voilà. Bon. Votre mari, comment lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il se comporte avec vous? Pour lui, c'était pas grave. C'était juste une histoire comme ça parce que je sais pas, peut-être qu'il avait du mal à accepter ma grossesse. C'était notre 2e enfant. Pour lui, c'était trop petit à la maison. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et puis en plus, il était entre 40 et 41. Voilà. Enfin, il n'était pas très bien. Tout le temps très en colère. Même avant d'ailleurs. Même avant de la rencontrer, il était plutôt en colère. En colère après quoi, je sais pas, mais en colère. Lui aussi était en colère? Oui, il était en colère. Après la vie, je crois. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'aviez senti, vous vous étiez... non, mais pourquoi? Je sais pas. Non, mais est-ce que vous dites, vous avez découvert cette liaison après votre accouchement, mais donc ça veut dire que les derniers temps de votre grossesse n'ont pas été très très simples à vivre pour vous? Non, puisque si votre mari était autant sous pression, autant en colère, vous lui demandiez qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il avait des contrariétés dans son travail? Bien sûr. Oui, non. À chaque fois que j'ai posé des questions, c'était jamais à cause d'une chose ou jamais à cause d'une autre. C'était comme ça. Il n'y avait pas de réponse. Bon, donc déjà vous vous posiez des questions quand même. Ah énormément, oui. Si vous voulez, quand quelqu'un ne touche même pas votre ventre. Enfin voilà quoi. J'ai très très mal supporté ma grossesse. Mais si j'avais su que c'était pour ça, c'est pas peut-être que pour ça. C'est peut-être pas que pour ça, Caroline. C'est-à-dire, en tout cas, vous l'avez pas vécu cette grossesse-ci comme la première. La première, vous étiez plus présente dans votre couple. Votre couple était plus soudé. Oui, tout à fait, oui. Et ça, cette deuxième grossesse, vous l'aviez décidée ensemble? On l'avait décidée ensemble, mais elle est arrivée très vite en fait. Et oui. Il n'a pas eu le temps voilà. Et je pense qu'il n'a pas eu le temps. Bon. De comprendre que ça pouvait arriver aussi vite, sinon. Oui. Bon. Et ça, il n'a pas accepté, non. Il a eu l'impression un peu que j'avais fait ça comme ça, alors qu'il était tout à fait d'accord. On en parlait parce qu'en plus, notre fille a déjà 6 ans et elle réclamait, enfin, elle n'avait pas 6 ans, mais elle allait les avoir. Elle réclamait depuis longtemps un petit frère ou une petite sœur et ça faisait quand même très longtemps qu'on y réfléchissait. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus, en réalité. Au-delà de ces idées de vengeance que vous avez, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, aujourd'hui? Parce que c'est une blessure, hein, évidemment. C'est sur le plan narcissique, c'est une blessure. Vous dites, en plus, vous l'avez appris à un moment où vous étiez particulièrement vulnérable, puisque après avoir accouché, c'est quand même un moment de fragilité émotionnelle. Donc, c'est compliqué certainement à vivre pour vous, alors que vous êtes là, vous avez ce tout petit bébé dont vous devez vous occuper, d'être envahi par autant de colère. Alors que vous auriez besoin plutôt d'apaisement.
Oui, exactement. Ouais. Hein, vous auriez besoin Ça, de, voilà, j'aurais besoin d'apaisement, de douceur. J'aimerais trouver la solution en fait pour m'apaiser. Et c'est assez Vous n'y arrivez pas. Non. Hmm. En fait, je voulais savoir toute la vérité et cet homme ne veut pas me la dire jusqu'au bout. Oui, ça serait. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Ah, moi, je veux tout savoir. Oui. Les détails crus de toute la relation. Oui. Vous Alors, pensez il m'en que a ça va donné, vous. Mais Oui. comme la dernière fois où, soi-disant, il lui a fait l'amour, c'était chez un de ses amis, il n'a pas voulu me le dire et il me l'a dit aujourd'hui. Et puis, ça faisait longtemps que ça allait déjà un petit peu mieux entre nous, en fait, parce que j'avais digéré. Et puis là, je me dis que il me parle une troisième fois, et puis peut-être qu'il y en a une quatrième. Vous voyez que de savoir, d'apprendre. Peut-être qu'à force. Voilà, le son est pas bon. Vous avez un haut-parleur. C'est le son est pas bon. J'ai un écho là. Bon. Vous voyez bien que le fait de savoir ne vous apaise pas. Au contraire. Ah si, ça m'apaise. Non. Ça m'apaise. C'est le fait de ne pas savoir qui m'apaise. Non. Pas. Vous c'est le fait qu'il ne dise Caroline. Qui m'apaise pas, qui mente en fait. Ben, voilà. D'abord, il ne ment pas. Parce que vous savez, bon, voilà, vous avez découvert il a une liaison. Oui, il vous a menti quand il avait cette liaison. Mais enfin, vous voulez maintenant, vous demandez des détails crus. Pourquoi? Pour vous faire du mal? Vous voulez qu'il vous donne des détails En fait, je ne veux que rien à elle ne lui appartienne. Je veux que cette histoire m'appartienne entièrement aussi. C'est une illusion. Oh, je sais, mais c'est la mienne. Bon. Caroline, vous êtes dans un tel état de colère, on le sent, c'est palpable que vous avez même du mal à entendre là. Hein, bon, vous donnez déjà une importance à cette femme. Oui, justement, je lui ai dit si tu avais pu filmer vos scènes de cul, ça m'aurait arrangé, voilà, pour tout dire. Voilà, pour tout dire, hein, vraiment. Alors, donc, je vais y aller. C'est une illusion de vouloir tout savoir parce que je suis pas là, je connais pas l'odeur de sa peau. J'y pensais. Hein, vous auriez pu, moi je pensais, voilà, on vous mettrait des photos sous les yeux, ou vous me parlez, voilà, de scènes. Bon, alors je vais vous dire, le problème est ailleurs, Caroline. D'accord, il est où? Il est parce que vous soyez terriblement blessé, c'est bien compréhensible. C'est une grande blessure. Maintenant, que vous vous obstiniez, que ça soit même une obsession de vouloir savoir ce qui s'est passé, presque comme si vous pouviez vous parler, hein, vous auriez aimé avoir un film devant les yeux pour dire au moins comme ça je maîtrise, je contrôle. Derrière ça, il y a autre chose. C'est une histoire de rivalité. Oui, tout à fait. Oui, de rivalité avec cette femme. Et cette rivalité avec... Cette rivalité avec... C'est pour ça que j'ai des envies de meurtre, hein, je vous avoue. Cette rivalité avec cette femme... Pas de meurtre, plutôt de lui faire mal. Quoi. Lui faire mal autant qu'elle m'a fait mal. Cette rivalité avec cette femme renvoie à une rivalité plus ancienne. Je vais aller vite, mais ça renvoie certainement à une rivalité avec votre mère quand vous étiez enfant. Il y a autre chose pour que ça soit aussi présent comme ça. Et si vous ne travaillez pas un peu de ce côté-là, vous allez vous enferrer dans cette obsession qui ne peut que vous faire du mal et qui va mettre à mal votre relation de couple. Après, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est-à-dire, vous pourriez très bien dire que s'il y a quelque chose de trop insupportable et que vous pensez que vous ne voulez pas continuer une histoire de couple, si j'ai bien compris, vous voulez continuer l'histoire de couple, mais vous voulez vous approprier ce moment qu'il y a eu en dehors de vous. C'est cause perdue. Ni me l'approprier et en plus faire en sorte qu'elle souffre. Oui, mais enfin, ça la fera pas souffrir que vous sachiez ce qui s'est passé. Hein. Vous croyez ? Non, pas du tout. Je vois pas. Non. De toute façon, dans les faits, je suis désolée, vous n'y étiez pas, et c'est très bien comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Vous voulez contrôler quelque chose qui vous a échappé et parce que c'est insupportable pour vous d'imaginer qu'il a pu avoir une intimité avec quelqu'un d'autre que vous. Donc si vous aviez pu voir les scènes comme vous dites, là vous avez l'impression que là vous pourriez contrôler, que vous êtes là, oui ça vous concerne. Dans les faits vous seriez voyeuse, de la sexualité de votre mari. Non, mais je veux dire derrière ça il y a un autre problème qui devient le vôtre maintenant, qui devient une histoire de rivalité. C'est-à-dire que le problème il est même plus votre mari, la relation avec votre mari, avec le bébé que vous venez d'avoir quand même, avec votre petite fille, l'aînée.
C'est-à-dire que vous focalisez uniquement sur cette femme et ça devient une histoire de rivalité entre femmes. Et cette histoire de rivalité entre femmes, elle va chercher ses racines beaucoup plus profondément dans votre histoire. De petite fille qui pouvait être en rivalité avec sa maman, avec une sœur, avec bon. Et donc, vous, finalement, vous croyez, là où vous croyez vous faire du bien et avancer, oui, d'une certaine façon, parce que vous réactualisez quelque chose de votre histoire personnelle. Mais si c'est pour le travailler en parlant, oui, et pour le dépasser, d'accord. Si c'est pour questionner votre mari comme vous le faites... Non, c'est pour le dépasser, c'est pour justement travailler dessus et le dépasser. Mais c'est non, pas simplement pour le questionner. Caroline, vous ne pouvez pas... À un moment donné. Non, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, quelqu'un qui ment comme ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Surtout quand vous savez la vérité, qu'est-ce que ça peut lui coûter de dire qu'il a fait une fois de plus, et même si c'était chez un de ses amis, et alors, je vois pas où est le rapport, quoi. Voilà, c'est insupportable. Insupportable. Non, mais j'entends que c'est insupportable, mais vous vous trompez de réponse. Il continue à me tromper finalement, en ne me disant pas la vérité. Mais il a arrêté. Caroline, il a arrêté avec cette femme. Non, on va dire qu'il a été un petit peu contraint et obligé, parce qu'elle est partie en voyage. Donc voilà, et qu'elle lui donne plus de nouvelles. Donc oui, il a arrêté si on veut. Mais la dernière fois, quand je l'ai surpris... Non mais attendez, qu'est-ce qu'il vous dit? Non, attendez Caroline, parce que c'est compliqué, parce que on a du mal à avoir un dialogue, vous êtes tellement dans votre ressentiment. Qu'est-ce que il vous a dit? Qu'il avait mis un terme à la relation, ou c'est elle n'est plus là donc je ne la vois plus? Disons qu'il a soi-disant mis un terme à la relation, mais il n'est plus là, donc elle n'est plus là, donc il ne la voit plus. Parce que donc vous ne le croyez pas? Il l'a relancé derrière. Il a relancé depuis que vous êtes au courant de la relation? Non. D'accord. Donc, donc vous ne le croyez pas quand vous dites qu'il veut arrêter cette histoire? Je ne le crois pas vraiment. D'accord. Pourquoi continuez-vous avec lui? Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je me pose la question ce soir. Parce que si vous ne croyez pas votre mari quand il vous dit qu'il a mis un terme à cette histoire, que cette histoire n'avait pas d'importance pour lui, c'est que vous voyez, finalement, vous êtes vous maintenant dans votre interprétation, vous faites votre histoire toute seule et vous faites votre histoire avec cette femme plus qu'avec lui. Je la fais toute seule puisque lui me donne pas beaucoup d'éléments. Mais heureusement. Parce que pour le coup, non seulement en plus d'avoir eu un moment d'infidélité, en plus ça sera un pervers. Ça ferait beaucoup quand même pour le seul homme. Ça peut exister. Mais non, mais Caroline, attendez, laissez-moi quand même développer, parce que à vouloir trop savoir, à vouloir avoir tous les détails, pour le coup, s'il vous les donnait, et j'entends bien que vous lui tirez les verres du nez, ça vous met vous dans une, enfin, je veux dire, vous n'avez pas, je suis désolée, ça, c'est vous protéger. À un moment de ne pas dire. Là où vous dites que c'est du mensonge, c'est vous protéger. Enfin, ça veut dire quoi de dire et ça s'est passé comme ça et comme ça. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour vous, mais parce que vous poursuivez autre chose. Et malheureusement, d'abord dans ces désirs. Alors c'est ma quête, on va dire. Je pense une quête peut-être. Apparemment ça vous fait rire, mais bon, écoutez, si c'est quelque chose qui, ce que je trouve dommage, c'est que vous êtes en train de passer complètement à côté, parce que d'abord les désirs de vengeance ne peuvent pas, à un moment ça va se retourner contre vous. Vous savez, la vengeance, à un moment, quand on est trop empli de haine et de vengeance, ça se retourne contre soi. Et c'est d'autant plus embêtant. C'est d'autant plus embêtant que vous venez d'être maman. Vous êtes avec un petit bébé, donc il y a, à mon avis, autre chose à faire avec cet homme. Hein. Mais parce que soit c'est insupportable pour vous, ce que je peux tout à fait comprendre. Et dans ces cas-là, vous pouvez prendre la solution de vous détacher de lui. Mais restez avec lui, en vous faisant souffrir, en le faisant souffrir, et en mettant cette femme au milieu de vous. Parce que là où vous êtes complètement à côté, vous faites en sorte qu'elle le soit. Vous faites en sorte, vous la mettez maintenant continuellement entre vous deux. Hein? Vous n'êtes plus à deux? Oui. Alors, si elle est à ce point-là, ce que je vous dis, c'est que ça renvoie votre problématique à vous, de rivalité
avec une femme, et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler et en parler. Parce que là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour à la radio, mais qu'en revanche, vous, ça serait important que vous puissiez en parler quand vous dites justement comment vous libérez, vous débarrassez de ces pensées, de ces idées. C'est en parlant. C'est pas en refoulant cette colère, c'est en parlant, comme vous le faites avec moi, mais en vous donnant plus de temps. Mais c'est pas en parlant avec votre mari, et surtout avec votre mari pour parler de cette femme. Vous lui donnez une importance beaucoup trop grande. Parce que pourquoi ne pas croire votre mari quand il vous dit qu'il y a quelque chose qui, à un moment, qu'il n'a peut-être pas supporté de la grossesse, et parce que vous deveniez à ce moment-là, qu'est-ce que ça a représenté, mère, et peut-être que tout en vous aimant, à ce moment-là, il ne pouvait plus vous toucher. Et qu'il est allé chercher une autre femme qui, elle, était un objet de désir, mais qu'il n'aimait pas. C'est malheureusement assez fréquent, vous savez, Caroline, l'infidélité des hommes pendant la grossesse de leur femme. Parce que il y a quelque chose, et il y avait un très beau documentaire de Serge Moati ce soir sur France 5 sur le désir des hommes, où ils expliquaient bien que c'est toujours très problématique pour un homme les premières émotions, les premières sensations qu'on a, et vous avez un petit bébé là, ils les ont avec leur maman. L'amour et les câlins, rechercher les câlins, la chaleur de ses bras, sa tendresse, ses caresses. Et en même temps, après, une fois adulte, ils recherchent ça aussi chez une femme, cette femme avec qui ils ont envie d'avoir des enfants. Mais à un moment, cette femme aussi, quand elle est mère, il y a quelque chose qui peut être très compliqué, parce qu'en principe, on couche pas avec sa mère. Et c'est là où parfois, des hommes ont besoin de cliver les choses, et il y a d'un côté la femme qu'ils aiment, profondément, avec qui ils ont des enfants. Et puis, il y a celle avec qui ils couchent et avec qui il n'y a pas de sentiment. Et ce besoin de séparer les deux. Alors, et ça arrive, cette ambivalence dans laquelle ils sont, souvent lorsque leur femme est enceinte. Parce que là, l'image de la mère, elle est particulièrement flagrante. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment plus, qu'ils n'aiment plus leur femme. Ça veut dire qu'ils sont dans un conflit intérieur. C'est pour ça que, et je conclurai là-dessus, je pense que vous donnez, et je comprends votre blessure, mais trop d'importance à cette femme. Moi, je veux bien croire votre mari quand il vous dit que cette femme, c'était rien dans le sens, pas elle, c'est une personne évidemment, mais rien pour lui, que c'est avec vous qu'il est. D'accord, alors concluons comme ça. D'accord, je vous laisse là-dessus alors. Bonne soirée. Au revoir Caroline. Merci vous aussi. Caroline Dublanche sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Vos messages suite au témoignage de Caroline qui était en proie à une grande colère ayant appris que la liaison de son mari alors qu'elle était enceinte, Caroline qui a actuellement un petit bébé de 2 mois et une fille de 6 ans également avec cet homme. Il y a Ava qui dit attention, vous voilà en proie à une forme de pensée magique et illusoire. La haine donne surtout la parole à ceux dont la voix nous blesse encore. La haine est un lien puissant avec l'autre. Vous avez raison Ava, et on voit à quel point la rivalité, le lien portait plus sur Caroline et cette femme que sur Caroline et cet homme. Ava dit puissiez-vous faire la place au calme. Et puis Virginie dit surtout ne donnez pas autant de place à cette femme. Alice qui dit attention, vous savez, la vengeance n'apporte rien de bon, on la reprend, vous allez surtout la reprendre en pleine figure, un peu comme un boomerang. Pensez un peu à vous et au bébé. Et puis, comme dit Cathy, de toute façon, elle était déjà un petit peu seule pendant sa grossesse. Nico qui dit est-ce que ça serait pas plus pertinent de favoriser une discussion avec votre compagnon? Concentrer cette épreuve sur la rivale ne fera pas avancer votre couple, c'est mon avis. Et vous avez raison, c'est-à-dire que le problème, il n'est pas réglé avec le tiers, mais au sein du couple. Et puis, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a ce bébé qui est tout petit. On sait que les bébés sont de véritables éponges émotionnelles, ressentent toutes les émotions. Et c'est vrai que, je sais pas, Caroline est en voiture, j'espère qu'elle écoute toujours, mais qu'il faut vraiment que vous parveniez à vous apaiser, à aller en parler, à trouver un endroit pour parler de toute cette haine, de tout ce que vous ressentez. Parce que franchement, il y a par rapport à votre
à vous et par rapport à votre bébé, c'est préoccupant. Voilà, les bébés ont des antennes, ils sont directement branchés sur nos émotions, donc prudence quand même. Et puis Cathy qui dit, je parlais du documentaire de Serge Moati sur le désir des hommes qui était formidable, et Cathy dit les documentaires de Moati sont toujours justes et sensibles, c'est un moment passionnant. Et puis écoutez, justement, si vous l'avez vu ce documentaire, peut-être vous êtes un homme ou vous êtes une femme, dites-moi ce que vous en avez pensé au 39-21, parce que c'est un sujet il a abordé avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de pertinence comme toujours, et peut-être que vous avez des choses vous à dire en réaction au 39-21. Je vais pas faire Jean-Marc Morandini, mais enfin bon, là ça touche quand même un sujet qui est passionnant et dont on parle peu. Alors on va accueillir maintenant Colette. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Colette. Bonsoir Caroline. Alors vous êtes préoccupée, vous voulez me parler de votre fille, je crois. Oui, ça oui, fille et petits-enfants. Oui, parce que vous étiez il y a une semaine chez votre fille et votre gendre, et vous avez assisté à une scène terrible et vous vouliez un peu m'en parler et avoir mon avis. Donc on va se retrouver juste après le journal de minuit. Surtout ne raccrochez pas. Non, je ne raccroche pas. À tout de suite Colette. Merci d'écouter Europe 1. Ensemble et en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39-21 pour me parler de vous et aussi pour réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors justement à propos du documentaire de Serge Moati sur le désir des hommes, quelqu'un me dit, c'est une femme apparemment, puisqu'il dit, moi ça j'ai trouvé très intéressant et ça m'a permis de mieux comprendre le comportement de mon mari quand il m'a trompée, ce qui était en jeu dans ces situations. Je sais pas si on a passé un peu de musique ou si on accueille. Non, c'est bon, me dit Fifi, on est au point, donc on va accueillir. Retrouver plus précisément Colette. Colette, on s'est donc eu juste avant le journal et vous étiez en train de me dire que il y a une semaine vous étiez chez votre fille et votre gendre et là vous avez assisté à une scène terrible. Oui. Je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça faisait déjà un bon mois, même plus d'un mois, que mon gendre était d'une humeur massacrante. Il rentre du travail, file dans sa chambre, passe d'abord en revue toutes les pièces pour voir si la moindre chose cloche et hurle dès que seulement un petit soldat de mon petit de 5 ans n'est pas à sa place, c'est des hurlements. Puis il file dans sa chambre. Souvent même, il ne dîne plus avec mes filles et mes enfants. Et samedi, il s'est réveillé de très, très mauvaise humeur. J'arrivais du conservatoire avec ma petite fille qui a 11 ans. Oui. Nous étions très heureuses parce qu'elle avait fait une très bonne leçon. On s'apprêtait à le dire aux parents. Et en arrivant dans le couloir, on a entendu des hurlements. Donc, j'ai dit à la petite... je crois bien que c'est ton papa qui crie. Oui. On est rentré. Effectivement, le papa ne criait pas, il hurlait. Il hurlait après tout. Tout lui était prétexte pour crier. Et puis, il est allé au courrier, chercher le courrier, et là, il a trouvé une enveloppe dans laquelle était la carte de mutuelle. Ils veulent changer de mutuelle. Et pour changer de mutuelle, il fallait faire tes démarches. Bon. Les démarches n'ayant pas été faites convenablement par son employeur à lui, ils n'ont pas reçu ce qu'il fallait. C'est-à-dire que lui a bien été radié de l'autre mutuelle, mais ma fille et les enfants sont restés sur l'ancienne mutuelle. Bon. Alors il a prétendu que c'était elle qui avait fait la bêtise pour ne pas changer, qu'il fallait qu'il lui apporte immédiatement
le compte-rendu du bancaire du mois pour qu'il vérifie toutes les dépenses qu'elle avait faites. Devant vous, hein, vous étiez témoin de ça. Ah oui, j'étais témoin, les petits étaient témoins. Comment réagissait votre fille? Ma fille lui a porté très vite. Oula. Il était dans sa chambre, elle était en train de travailler sur son ordinateur, elle faisait du travail, elle est directrice dans un théâtre, donc elle finissait de faire quelque chose d'important. Et puis, sans arrêt, il l'appelait. Viens ici me dire ce que c'est, viens ici me dire ce que c'est. Sans arrêt. Et à un moment, j'ai entendu ma fille qui lui disait, mais j'ai 42 ans, je sais quand même ce que je fais, je ne dépense jamais rien. Qu'est-ce que tu as après moi sans arrêt? Je ne peux rien faire. Et là, j'ai entendu sa chaise qui se levait à lui. Elle a crié. Je me suis précipitée vers la porte de la chambre. Oui. Il s'est relevé et il a commencé à cogner sur elle. Oh là là. Gifle, tout ce qu'il pouvait. C'était la tête surtout, il tapait la tête. C'est comme ils étaient entre le lit et la fenêtre. Et je me suis mise entre les deux. J'ai dit, tant pis, moi, si je reçois un mauvais coup à mon âge, 75 ans, peu importe. Et j'ai dit à ma fille, sauve-toi dans la salle. Elle est partie dans la salle, il a sauté par-dessus le lit. Il était fou. Oh là là, oui, en effet, oui, parce que même votre intervention ne l'a pas calmé. Non. Et là, il a fini ce qu'il avait commencé à faire. Et il lui a donné en particulier une gifle sur l'oreille, la joue. Elle avait la joue toute enflée, toute. Elle était dans un état, puis elle hurlait, tu n'as pas le droit de me battre, tu n'as pas le droit de me battre. Les petits hurlaient. Oh, oui. C'était affreux. Il y avait celle de 11 ans qui me disait, mamie, viens, je veux aller dans tes bras, je veux un câlin. L'autre petit qui hurlait. C'est effrayant, enfin, oui. C'était effrayant. Mais vous êtes allé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé au commissariat? Alors, ce qui s'est passé, il a renversé une table de nuit, il a cassé le marbre, il voulait prendre son passeport. J'ai dit si seulement c'était vrai. Parce qu'il y a longtemps que ça dure, mais je n'avais jamais assisté à une scène violente comme ça. J'avais vu parfois la nuit, elle est narcoleptique et cataleptique. Et quand elle n'a pas tout à fait sa raison avec les stupéfiants qu'elle prend la nuit, elle se lève. Une nuit où monsieur trouvait qu'elle faisait trop de bruit, parce qu'il ne faut surtout pas faire de bruit, il s'était levé et je l'avais vu qu'il la traînait dans la chambre et après elle pleurait en disant tu m'as battu. Mais là, je n'avais pas vraiment vu. Tandis que là, vraiment, j'étais témoin. Et il est parti. Et moi... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est lui qui a quitté l'appartement? Oui, il est parti, il l'a battu une dernière fois et il est parti de l'appartement. Vous avez fait venir la police, là? Et non, hélas. Oh là là. J'ai fait venir ma fille qui est psychologue. Ah oui, mais enfin, mais elle ne peut pas être psychologue de la famille, oui. Mais non. Ouais, bon. Non, j'étais dépassée. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que, enfin, ne serait-ce que pour que votre fille ait des soins, aller à l'hôpital et puis qu'il y ait un certificat. Lui est revenu justement avec sa tante, son oncle et son frère, qui évidemment prennent sa défense. Et c'est là que moi j'ai appelé ma fille, Inès, en disant viens, ta soeur vient d'être battue. Ne donnez pas de prénom. J'ai donné un prénom. Ne donnez pas de prénom, mais je vous le dis, vous n'en donnez pas. Voilà. J'ai fait très attention pourtant, excusez-moi. C'est pour vous. Et puis alors, donc, oui, tout à fait, oui. Et puis alors, j'ai donc appelé sa sœur qui est un peu plus jeune, qui est venue peu de temps après, elle a pris le RER, elle est venue très vite. Et puis, le mari d'une amie de ma fille battue, qui devait emmener les enfants chez lui pour passer le week-end. J'ai dit, viens beaucoup plus tôt, il faut que les enfants partent tout de suite. Et la tante est arrivée avec l'oncle et le neveu et puis lui. Et la tante dit, mais il n'est pas question de divorce, de séparation, on ne se sépare pas, on fait tout pour que ça aille. Vous leur avez dit que vous avez été témoin d'une scène de violence très grave? Oui, et j'ai dit à la tante, mais c'est moi qui viens d'être témoin. Je suis sa maman. Je suis la grand-mère des petits. Oui. C'est une parenté beaucoup plus proche que la tienne. Bon, de toute façon, oui. Bon.
de toute façon, on va pas faire de, voyez, à un moment une surenchère moi je te crois pas. C'est-à-dire que c'est là où il est important de faire intervenir des tiers à un moment et qu'il y ait un constat médical. Est-ce que votre fille a vu un médecin? Non, elle n'a pas voulu. Ma fille, qui était là, la psychologue, l'a emmenée à l'extérieur avec l'idée de l'emmener au commissariat et de faire un constat. Elle n'a jamais voulu. Si un service même médico-judiciaire, ça peut faire un petit peu moins peur si vous êtes dans une grande ville. Elle n'a jamais voulu. Pourquoi? Elle a peur. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est atteinte du syndrome de Stockholm. C'est caractéristique, le syndrome de Stockholm. Disons qu'elle est comme malheureusement beaucoup de femmes qui sont dans des situations de violence. Elle a peur, certainement. Elle a peur, elle a honte. Elle a peur des réactions. Et puis elle a doublement peur parce qu'elle a peur qu'il emmène les enfants dans son pays, parce que les enfants sont sur son passeport à lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de passeport? C'est ça, j'ai pas compris. Donc voilà. Et c'est ça qui me tracasse le plus. Il a un passeport. Je peux dire la nationalité? Oui. Bon, oui, il y en a tant. Il a un passeport algérien. Bon. Et il a les 2 enfants sur son passeport. En aucun cas, mais les enfants sont français. Oui, mais il peut les amener, donc ça veut dire qu'il peut les amener, il peut traverser les frontières avec eux. Mais il en parle? Il fait des menaces là-dessus? Oui, il en a déjà fait beaucoup, oui. C'est-à-dire que s'il part, elle ne peut en aucun cas les ramener. Et elle le sait. Oui, mais si vous voulez, compte tenu de faits comme ça, il faut déposer plainte auprès du procureur de la République. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, de façon, s'il y a eu violence exercée sur elle, les enfants sont témoins de cela. Donc, faire quelque chose. Le problème, c'est que votre fille, quand elle le dit, c'est pas la première fois, donc que ça se passe, malheureusement. Ah non, c'est pas la première fois. Elle dit, avant, je gérais toute seule ou avec sa famille. Oui, mais sa famille n'est pas un soutien. Oui, c'est ça. Pourquoi elle ne voulait pas qu'on le sache parce qu'elle savait que nous, on allait faire quelque chose. Oui. Et vous avez raison. Alors, ma fille du 92 va faire une dénonciation, une lettre au procureur de la République. Un signalement, oui, elle va. Oui, un signalement. Elle m'a dit, il me croira d'autant plus que je suis psychologue. Toi, sa maman, il la croira peut-être moins. Peu importe. Écoutez, c'est votre parole. C'est-à-dire qu'elle peut appuyer aussi. Elle est psychologue, mais elle est la sœur également. Donc on peut dire que c'est de parti pris. Mais c'est vrai qu'elle peut avoir des arguments. Mais pourquoi il vous croirait moins? Non, vous avez été témoin des faits. Après, il y a une enquête qui est ouverte, mais vous avez été témoin des faits et vous signalez parce qu'il y a non seulement votre fille qui est victime de violence, mais les enfants. Parce que quand les enfants témoignent de scènes aussi violentes, et d'ailleurs vous pouvez dire, vous pouvez joindre à ce courrier le fait que les enfants étaient terrorisés et criaient et hurlaient, ce qu'on peut comprendre, enfin. Et alors, la semaine dernière, la petite qui avait des contrôles à l'école et qui est une brillante élève, avait des contrôles. Et puis, comme elle est partie chez des amis passer le week-end, parce que j'ai pas voulu qu'elle passe le week-end avec eux, je ne sais pas comment ils ont fait les contrôles, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mon Dieu. Ils ont essayé d'abord de la remettre sur pied. Mais malheureusement, elle a eu des mauvaises notes à ces 2 contrôles. Moi, je m'y attendais. Elle est très perturbée. La pauvre chatte, oui, évidemment. Comment voulez-vous? Bien sûr. Elle a 11 ans, elle peut pas se concentrer avec des temps de violence dans la famille. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce soir, elle m'appelle. Oui. Mamie. Et elle pleurait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle dit, j'ai eu 2 mauvaises notes. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que quand ils reviennent bien ensemble, c'est la gamine qui prend. Oh là là, alors là, écoutez, un signalement, ma fille ne la va plus depuis plus d'1 an parce que j'étais allée voir la pédiatre. Je l'avais dit à la pédiatre et la pédiatre m'avait dit, je vais en parler à votre fille. Effectivement, ça a été fait. Ça, c'était terminé. Il y a un an, donc, vous saviez déjà que cet enfant était battu par ses parents. Il y a plus que ça. Je suis une horrible complice. Bon,
Écoutez, il est temps d'agir et de faire un signalement là. J'espère que vous et votre fille allez le faire. Vous avez déjà signalé à la pédiatre qui pouvait, mais là effectivement, elle appelle à l'aide cette enfant. Alors si votre fille, elle est adulte, malheureusement qu'elle est prise dans un schéma, si elle-même perpétue la violence sur sa fille, bon, votre fille a fait un signalement au procureur de la République là? L'autre. Oui, j'ai bien compris, oui, celle qui est psychologue. Oui, elle le fait, là. Elle est en train de le faire, là. Bon. Elle est en train de le faire. Et puis moi, la semaine prochaine, j'y retourne parce que j'ai une consultation en rhumatologie au Kremlin-Bicêtre. Donc, je retourne à Paris, je retourne chez eux pour protéger la petite, absolument. Le petit garçon sera toujours protégé parce que c'est le fils aîné du fils aîné. Le fils aîné du fils aîné. Le fils aîné de votre gendre? Oui. En tant que fils, vous voulez dire qu'il est... oui, enfin chez eux. C'est pas, heureusement que c'est pas dans cette famille-là, mais ça veut pas dire que c'est dans toutes les familles. Ouais. Ben, j'ose espérer. Oui, non, mais c'est pas dans toutes les familles. Et la violence, malheureusement, on la trouve aussi ici. Vous savez, en France, 2 femmes, enfin, il y a 3 qui meurent chaque jour. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Hein, donc bon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On la retrouve sous toutes les latitudes. Mais par rapport à cette petite fille, est-ce que vous pouvez aussi contacter le collège, hein? Oui. Alors, au collège, c'est un collège libre. Ils ont embauché une psychologue, surtout pour leur classe de 3e, où là, il commence à y avoir des problèmes d'ados. Donc, cette personne est là à tenir. Donc, la semaine prochaine, je vais voir cette psychologue. D'accord. Bon. Parce que la petite n'a pas à subir pas les coups maintenant. Elle semble ne pas en recevoir. Pour l'instant, je dis bien. Parce que s'il s'énerve à nouveau, il osera peut-être pas taper sur sa femme, mais ce sera sur sa fille. Oui, c'est ça. Et puis avec malheureusement aussi votre fille qui, dans ces cas-là, c'est là qu'il se rabiboche, mais sur le dos de la petite fille. Ouais. Voilà. Et ce soir, j'ai envoyé un SMS à ma petite fille en lui disant: fais ton possible pour avoir de meilleures notes, mais ne te formalise pas pour les 2 mauvaises que tu as eues. Tu sais très bien que tu étais traumatisée. Personne ne peut t'en vouloir. Tout le monde t'aime. Et j'arrive dimanche. C'était surtout ce qu'elle voulait savoir. Non, mais c'est ça, parce que là, c'est insupportable pour elle, certainement, de se dire, là, elle a besoin de protection, hein. Oui, c'est de protection dont elle a besoin. Oui. Donc évidemment, elle voulait savoir quand est-ce que vous arriviez, parce que quand vous êtes là, elle se sent davantage protégée. Mais ça veut dire que après, à partir du moment où il y a un signalement, où vous contactez, ça veut dire que là, il faut être très vigilant qu'elle soit pas seule entre ses 2 parents. Voilà, parce qu'on peut s'en prendre à elle, il peut y avoir des représailles en disant: tu as parlé, qu'est-ce que tu as raconté, bon. Voilà. Et c'est ce qui se passera. Bon, alors si vous voulez, il y a quelqu'un qui dit il peut y avoir un signalement aussi à l'aide sociale à l'enfance. Aide sociale à l'enfance, oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Oui. Parce que bon, moi je crains que tout ça. Enfin, le procureur de la République, c'est comment dire, il reçoit beaucoup de courriers. Alors, voyez, entre des cas de violence conjugale, il va dire il va voir est-ce que la mère a porté plainte, va pas y avoir de plainte. Enfin, c'est plus, il faut axer sur. Non, elle n'a porté mais aucune je sais bien, plainte. il n'y a pas de plainte et il faut axer sur aussi que elle est victime, mais n'agit pas après pour des raisons qui sont les siennes et qu'on retrouve beaucoup chez des femmes victimes de violences. Mais il y a cet enfant là qu'il faut protéger. Mais ça peut prendre un peu de temps parce qu'entre le moment où le procureur reçoit la lettre, où il décide ou pas d'ouvrir une enquête. Alors après, il peut transmettre au juge pour enfants. Mais ça peut prendre du temps et en attendant, il faut mettre quelque chose en place. Alors, à la limite, s'il y a plusieurs signalements, si ça peut y avoir un signalement de la psychologue du collège où se trouve votre petite fille, s'il peut y avoir un signalement de l'ASE, autant y aller, quoi. Hein. Ah oui, parce que ça, je
je ne pourrais plus le supporter. Alors, j'espère bien. Il n'y a plus à le supporter. Il n'y a pas à tolérer, ne serait-ce qu'une fois, ce genre de comportement. Non. Dans son carnet de santé, il y a un signalement que j'avais fait faire par mon médecin traitant. À l'époque, j'habitais en Touraine et elle venait beaucoup chez moi. Et il y avait mon autre fille, la psychologue, et son mari qui était là. Et puis en la déshabillant, elle se tourne. Quand je voulais lui donner le bain, elle se tournait toujours du même côté. Elle voulait absolument pas me faire voir son bras gauche. Et on a compris pourquoi. Elle était horriblement marquée au bras gauche. Je l'ai donc emmenée chez mon médecin traitant qui a marqué sur le carnet coup d'origine suspect et qui m'a dit, vous savez madame, ça va parce que je vous connais bien, mais normalement, je suis tenue de faire un signalement. Oui, mais c'est pas... Elle avait 5 ans, là. Elle avait 5 ans. Oh là 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 là, c'est pas possible. Oui, alors ça. je me vous rendez compte, elle en a 11 aujourd'hui, Colette. Moi, ça me fait froid dans le dos. Ah oui, moi aussi. Il faut agir maintenant. Ah oui, parce que c'est la vie. Vous rendez compte entre 5 et 11 ans ce qu'elle a pu subir. Et je suis désolée, mais le médecin, le côté, c'est parce que c'est vous, mais non, je suis désolée, oui. Un professionnel est tenu de faire un signalement. Et c'est pas vous voyez, parce que à vouloir protéger les adultes, c'est les enfants qui trinquent. Et sérieusement. Ah oui. Et puis elle devient maintenant la servante de son petit frère, c'est-à-dire que lui va dire va ranger les affaires de ton frère, va aider ton frère, va ci, va ça. Bon, donc écoutez, on va pas ajouter à la litanie parce que personnellement c'est assez insupportable à entendre. Oui, c'est moi j'ai beaucoup de mal, je vous cache pas. Pourtant, j'ai travaillé en immersion complète sur la maltraitance concernant les enfants et je ne connais que trop ces situations. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est justement qu'on ne bouge pas. Qu'on ne bouge pas, voilà, parce que, je veux dire, les adultes, à un moment, peuvent décider de partir. Les enfants, ils sont pieds et mains liés à leur bourreau et on sait comment ça peut se terminer. Il n'y a qu'à voir l'actualité de cette semaine avec cette petite fille qui est décédée suite au coup des deux parents. Donc malheureusement il y a des événements des tragiques comme ça qui se passent continuellement. Donc là cette petite fille, elle appelle au secours depuis des années. Il y a urgence à agir. Et je me demande que ça soit entre, je suis désolée, mais votre médecin, le côté de je vous connais bien, alors pour une fois je vais pas faire un signalement, et puis la pédiatre à qui on dit il y a un problème, et là c'est pareil, on fait pas de signalement. Non. Je suis désolée, quand c'est la vie d'un enfant qui est en jeu, on fait un signalement. Eh oui. Bon, alors si vous voulez, là, moi le signalement au procureur de la République, très bien, mais ce que je crains, c'est que ça soit un peu long. Non, vous me dites de le faire à l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, oui. Conseil général de l'aide sociale à l'enfance, vous appelez. Conseil. Vous appelez, vous demandez l'aide sociale à l'enfance et vous appelez, vous demandez à parler déjà à quelqu'un au téléphone. Et après, ils vont vous dire de confirmer par courrier, mais vous demandez déjà au téléphone quelqu'un pour dire que vous avez un signalement à faire et que vous êtes la grand-mère. Et je vais voir la psychologue de l'école. Voilà. Et vous voyez la psychologue. Et à la psychologue de l'école, il est important de bien dire que parce que si vous voulez, elle ne vous en voudra pas à vous. Malheureusement, on sait que c'est plus compliqué au sein de la famille, et de dire qu'il y a déjà des précédents et que déjà petite fille à 5 ans, il y avait eu un précédent. Oui. Donc ce n'est pas un acte isolé. C'est ce qui est important de comprendre. C'est-à-dire que c'est pas à un moment, et quand bien même ça sera un acte isolé, c'est à prendre en considération. Mais c'est pas à un moment, le père qui pète les plombs en parlant familièrement, et puis la petite a été victime une fois. Bon, je vous dis, quand bien même on s'en préoccupe et on agit. Mais ça se répète. Et puis psychologiquement, c'est une enfant qui est martyrisée. Bon, alors, écoutez, Ben oui, parce qu'ils sont... Il est toujours sur son dos. Comme elle a 11 ans, elle commence à être une petite femme, alors qu'elle est minuscule, c'est une vraie petite puce. À 11 ans, elle pèse 25 kilos. Je me demande si elle ne fait pas exprès de pas manger. Bon. Vous voyez ? Alors, écoutez, maintenant, l'important, c'est d'agir. mais j'y vais pour ça. Plus vite.
Ben, j'y vais pour ça. Parce que franchement, psychologiquement, votre petite fille, elle doit se dire, voyez, par rapport aux mots que vous lui mettez, ne t'inquiète pas, on t'aime. Bah oui, mais elle doit dire, c'est quoi ces gens qui m'aiment et qui me laissent là, dans cette situation? Ah oui, c'est pour ça qu'elle voulait savoir aujourd'hui quand est-ce que je revenais. Mais elle veut du concret. Oui. Elle veut du concret. C'est-à-dire que cet enfant, elle subit de la violence de la part de gens qui sont censés l'aimer et qui peut-être lui disent qu'ils l'aiment. Bon, donc c'est pas de mots dont elle a besoin. Bien sûr qu'elle a besoin de paroles, c'est d'actes. C'est pas de cadeaux non plus, parce que... C'est pas de cadeaux, c'est pas de mots, c'est d'actes, et qu'on la protège. Et qu'on protège son petit frère également, parce que le petit frère, même si vous dites que lui, en tant que garçon, il ne subit pas les coups, il subit cette violence. Quand il y a de la violence au sein déjà d'un couple, d'avoir été témoin de scènes de violence entre ses parents, être témoin certainement de la violence qui est exercée à l'encontre de sa petite sœur, c'est aussi faire violence à ce petit garçon. Donc lui aussi est victime également. Ah oui, voilà. Et la preuve, c'est que le soir même, il a voulu coucher avec moi et toute la nuit, il a été dans mes bras, plein de soubresauts. Vous savez, à entendre, c'est assez insoutenable, hein, je vous cache pas. Ah, je vous cache pas et j'ai pas... Ben oui, mais c'est terrible, mais je veux dire, on attend quoi? Que les enfants, à un moment, vous puissiez plus rien faire? Non, ce que je me disais, moi, c'est que, c'est pour ça que je voulais votre avis, je me disais, est-ce qu'à 75 ans, on va bien me croire? Mais oui, on vous croira. Je parle avec vous et vous m'avez l'air d'avoir toute votre tête. Donc pourquoi ne vous croirez pas? Bien sûr. J'ai été attachée juridique pendant 42 ans dans la même maison. Mais on sent bien que vous avez un discours tout à fait cohérent, malheureusement. Je vous remercie. Bon, donc oui, on vous croira. Et en plus, votre petite fille, elle pourra aussi être entendue. Oui. Il y a ce certificat. Ce que vous avez, hein, vous le gardez précieusement, le médecin, la trace suspecte. Vous le gardez. Ah oui. Et puis votre petite fille, pour le moment, vous dites, on va s'occuper, on va faire en sorte que tu sois protégée, ma chérie. On va s'occuper de toi. Vous lui en dites pas trop, parce que si jamais, je sais pas, la dépression, qu'elle parle, il faut pas que votre gendre, votre fille soit informée de tout ça. Oh, surtout pas. Bon. Et qu'on puisse après la mettre à l'abri ou qu'elle vienne ou soit chez vous, chez votre... enfin, qu'il y ait quelque chose de mis en place autour de cette famille. Hein. Oui. Bon. Oui. Voilà, je voulais... Vous pourriez nous rappeler dans quelque temps pour nous donner des nouvelles, voir qu'est-ce que ça donne, ce signalement, parce que... Oui, tout à fait. Et vous pouvez dire à votre fille quand même, vous, que vous êtes désolé pour elle, vous certainement la peur qui fait qu'elle n'ose pas intervenir. En revanche, que par rapport à ce qui se passe, vous pouvez pas rester comme ça sans rien faire. Vous pouvez quand même dire. Mais enfin, quoique non, je dis ça parce que pour le moment, elle vous laisse venir au domicile. Tant qu'il n'y a pas un signalement mis en place autour des enfants, finalement, il vaut mieux ne rien dire. Il vaut mieux agir comme ça et laisser faire, parce que sinon, il pourrait vous fermer. Je suis en train de penser en même temps que je parle, c'est compliqué. Il pourrait vous dire « tu ne viens plus ». Et dans ces cas-là, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe et protéger les enfants. Non. Bon. Non, absolument pas. Bon, votre fille était au courant, celle qui est psychologue, que c'était aussi grave que ça, ou elle savait pas ce qui se passait? Non, elle ne pensait pas que c'était aussi grave que ça. Donc elle va agir de son côté. Oui, et j'ai un fils aîné qui a 11 ans de plus que celle qui est martyre, battue. Et lui aussi fait de son côté quelque chose. Bon, alors écoutez, tout ça va aboutir. Mais je voudrais quand même votre avis. Oh là là, mais agissez surtout. Il faut maintenant vraiment... Alors, il y a quelqu'un qui dit oui, bien sûr, qui rappelle le numéro de l'enfance maltraitée, le 119, mais bien sûr. Mais le 119, si vous voulez, bon, ils vont vous dire ce que vous avez, ce qui est déjà mis en place. C'est-à-dire que le 119, ils ouvrent un dossier et ils orientent les différentes structures. Bon, ils peuvent vous épauler dans cette démarche, mais dans la mesure où vous êtes à même de le faire et où votre fille peut le faire, de toute façon, ces signalements, ils doivent être mis en place. Hein. Parce que c'est pas la peine non plus d'aller dans tous les sens. Voyez, il faut se recentrer là sur l'essentiel. Mais ils pourront vous donner des renseignements.
Il y a également Pierre qui dit après un signalement et dans la perspective de prévenir tout déplacement d'enfants mineurs vers l'étranger, il faut demander en urgence l'interdiction ou opposition de sortie du territoire à la préfecture de police du département ou du procureur de la République. Donc c'est pour ça que interdiction ou opposition de sortie du territoire, IST. Opposition de sortie du territoire. Sortie du territoire. Il y a quelqu'un qui dit voir aussi auprès du juge pour affaires familiales, conformément à l'article 373.2.6 du Code civil. Bon, de toute façon, en faisant ce signalement, c'est aussi ce que votre fille craint. On le fait auprès de qui, ça? De quelle instance? C'est auprès du procureur de la République, mais de toute façon, le procureur de la République, il faut, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici, oui, le problème, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de courriers. D'ici 15 jours, on va quand même laisser, malheureusement, c'est ça, 15 jours, il faut appeler le greffier. Vous pouvez avoir le greffier du procureur de la République, du tribunal de grande instance où vous avez écrit, qui est celui de l'enfant, hein. Des enfants. Ah oui, parce qu'il faut absolument... C'est pas dans votre région à vous, c'est le tribunal de grande instance du lieu de résidence des enfants. Oui, c'est ça. Eux sont en région parisienne et moi je suis en Normandie. Et quand vous êtes sur place, si jamais vous étiez à nouveau témoin d'une scène comme celle-là, la police. Ah oui, immédiatement. Parce que la police, si vous voulez, même si votre fille ne veut pas porter plainte, il peut y avoir un médecin dégagé, vous pouvez appeler un médecin, qui lui fait un certificat. À la limite, vous le gardez, ce certificat. C'est une pièce à apporter, voyez, au dossier. Ah ben là, il y avait un beau certificat à faire. Oui, mais il n'a pas été fait. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Donc, maintenant, si vous voulez, si ça se reproduit, la police, qui vienne constater sur place. Oui. D'accord? Ça se règle pas en famille. Ça ne peut pas se régler en famille. Ni avec la famille de cet homme, ni avec vous. Ça ne peut pas se régler en famille. C'est la justice qui peut intervenir là-dessus. D'accord? Oui. Et je ne laisserai pas des enfants souffrir, ou même ma fille, un jour, elle est tuée. Mais ce serait horrible. Bon, alors il est temps d'agir. Oui, mais il est temps d'agir. Vous en prenez conscience. Mais là, bon, c'est pour ça. Là, il s'est écoulé trop de temps. Et si jamais dimanche vous êtes là et que vous constatez à nouveau des scènes de violence, vous pouvez aussi prendre les enfants en passant au commissariat en disant voilà, j'ai été témoin de telle ou telle scène et en le signalant, parce que ça se retourne pas contre vous. Mais vous pouvez dire voilà ce qu'il en est et moi je souhaite les mettre hors de danger. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, bon courage problème. Et tenez-nous au courant quand même, voir ce que ça donne vos signalements, d'accord? Oui, je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre gentillesse. Au revoir Colette. Au revoir. Europe 1. Et à bientôt. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bon, vous êtes tous très bouleversés après ce que vous avez entendu là du témoignage de Colette et je peux le comprendre, mais ce que je peux vous dire, c'est que de notre côté, on va suivre ce qui se passe, rappeler Colette, voir ce qu'il en est, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de défaillances et bon, c'est malheureusement un scénario trop connu quand on est dans ces problèmes de maltraitance. Donc, visiblement, aussi bien Colette que la fille, la tante, c'est-à-dire la fille de Colette qui est psychologue, là, sont aujourd'hui prêtes à bouger et à signaler. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ce que je voulais quand même vous dire. Bon, quant à la programmation musicale, écoutez, je suis désolée là, mais la programmation musicale, elle est faite bien avant les témoignages et c'est comme ça. Alors parfois c'est heureux, parfois moins. C'est comme ça. Ça c'est pas nous qui décidons de lancer tel ou tel disque. Je tiens quand même à vous le dire et là, je vous demande un peu de compréhension. Voilà. On va accueillir maintenant c'est Annie. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir Caroline. Et on va aborder un sujet plus léger avec vous, voilà, qui va nous faire du bien. Plus léger dans un certain sens. J'ai assisté
assisté à l'émission ce soir sur la 5, sur le désir des hommes. Oui. Ouais. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je souhaitais vous appeler sans oser le faire, parce que cette émission, je voulais absolument la voir, et je m'intéresse ou je lis beaucoup à tout ce qui a un intérêt, qui présente un intérêt par rapport au désir des hommes, justement, parce que moi je vis depuis pratiquement 20 ans avec quelqu'un qui n'a jamais eu de désir. Ah oui, ça, aucune sensualité, aucune envie, aucun appétit sexuel. Et ce que j'ai entendu là ce soir, si vous voulez, ça conforte, et heureusement à 62 ans, je sais très bien que j'ai suffisamment vécu avant pour savoir qu'il existe des hommes qui ont cette sensualité, ces désirs, etc. Oui. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que tu restes avec un homme qui n'a jamais été intéressé par le sexe? Alors, bon, j'ai beaucoup analysé. Oui, c'est une bonne question, parce que lui, bon, voilà, la sexualité bon, il pourrait se passer de sexualité, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes resté aussi longtemps à ses côtés? Si vous, en revanche, la sexualité vous intéresse, enfin, si c'est important dans votre vie. Oui. Voilà. Oui. Parce que du coup, ça n'a pas toujours été important. Ça l'est devenu parce que je me suis mariée une première fois très jeune et que cette sexualité, elle me faisait peur. Et puis petit à petit, j'ai appris à savoir ce qu'était la sexualité. Excusez-moi, j'ouvre à mon chien qui fait des siennes entre-temps. Bonjour le chien. Et j'ai appris peu à peu ce que c'était, je me suis libérée moi-même là-dessus, et puis après j'ai apprécié, j'ai su ce que c'était, j'ai appris à faire l'amour en quelque sorte, peu à peu, à me libérer. Bon, et quand je l'ai rencontré, il a été très attiré par mon physique. Nous avons une grosse différence d'âge. À cette époque-là, il est plus âgé que vous? Il est plus jeune. Plus jeune, d'accord. Alors c'est vrai que quand j'en parle, ce qui vient tout de suite, on me dit, il te prend pour sa mère. Ça, c'est la phrase que j'entends en permanence. Parce qu'il est plus jeune. Oui, ça veut rien dire. Hein. Il y a des hommes qui peuvent être avec des femmes plus âgées. C'est pas forcément la mère qu'ils recherchent. Oui. Alors justement, dans l'émission qu'on entendait ce soir, c'était ce rapport à la mère où j'aurais voulu parler avec vous. Oui. Parce que ça a été un peu confus, ça, j'ai pas trop bien compris. Ça m'a un petit peu fait peur, ça m'a un peu interpellée. Oui. Parce que moi, souvent, quand on en a eu discuté, on en discute souvent tous les deux, et il me répète sans cesse qu'il m'aime, il a un langage très amoureux avec moi, il a énormément de tendresse par ailleurs, mais la sexualité ne l'intéresse pas. Et quand je lui dis, tu me prends pour ta mère, je ne suis pas ta mère, j'attends autre chose de toi, j'ai envie que tu aies envie de moi. Ça, j'ai l'impression de parler à un mur. Et puis, ce qui me dépasse un petit peu, c'est qu'il se soit jamais pris en charge de ce côté-là, qu'il ait jamais voulu... j'ai tout essayé. Les tenues un peu sexy, les trucs, les machins, j'ai tout essayé. Je lui ai demandé s'il accepterait qu'on fasse une thérapie de couple. Il trouve toujours des raisons pour éviter ça. Il se cache beaucoup derrière le travail, la fatigue, etc. Vous êtes avec lui depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans. Et ça a toujours été comme ça dès le début de votre relation? Il a fait des efforts au départ. J'ai pas eu cette sensation-là au départ. Mais vous pensez que c'était des efforts? Oui, je pense que avec le recul maintenant, je me dis, est-ce que ça a été des efforts pour me séduire? Je sais pas. Il a eu un bilan, hormonal. Je sais pas. On a testé voir sa testostérone, son taux de testostérone. Est-ce qu'il y a eu un bilan? Non. Non. Il a eu des soucis thyroïdiens dernièrement. Je pensais qu'on allait peut-être pouvoir en savoir un peu plus long sur la question. J'avais écrit un courrier à son endocrinologue pour qu'elle, discrètement, elle le questionne un petit peu et qu'elle le renvoie peut-être d'une façon discrète vers un médecin généraliste ou un endocrinologue. Et non, ça n'a pas été fait. Elle en a même pas parlé, elle n'a même pas abordé le sujet avec lui.
Je ne sais plus tellement comment m'en sortir. C'est un homme que j'aime, c'est un homme avec qui je voudrais réussir ma vie, ou tout au moins la finir pour ce qu'il en reste. Oui, mais ça vous pouvez, parce qu'il vous l'aimez et il vous aime, hein. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Simplement, il y a peu de chances que cet homme bouge comme ça maintenant. Qu'est-ce qui pourrait tout d'un coup provoquer chez lui du désir? Enfin, vous voyez, c'est un autre niveau que de porter des tenues affriolantes. C'est pas comme si à un moment vous aviez eu une sexualité très épanouie l'un et l'autre, et puis qu'à un moment, ça se soit un peu assoupi, comme ça arrive dans beaucoup de couples après des années de vie commune. Mais là, c'est dès le départ. Oui. Bon, donc pourquoi au bout de 20 ans vous auriez quelqu'un de différent? Hormis si peut-être, il faut toujours quand même... C'est ce qu'il me dit d'ailleurs. Il me dit, mais pourquoi tu veux que je sois différent maintenant? Tu m'as connu comme ça, je suis comme ça. Pourquoi vous voulez qu'il soit différent maintenant? C'est ça? C'est vrai que c'est une bonne question. Parce que vous, ça vous manque, oui, mais ça veut dire que vous n'envisagez pas d'avoir une sexualité ailleurs, en dehors de votre couple? Je l'ai fait. Bon. Je l'ai fait, mais ça ne me satisfait plus. C'est avec lui que j'ai envie d'avoir cette... oui, mais vous lui demandez ce qu'il ne peut pas vous apporter. Parce que cet homme, vous voyez, ça fait 20 ans que vous êtes dans ce type de relation. Oui. Hein, donc, il est certainement sincère et il tient à vous, il vous aime. Oui. Mais bon, il n'a pas de désir et vous êtes dans la frustration. Donc à un moment, oui, bien sûr que vous pouvez rester à ses côtés, mais ça suppose que vous ayez peut-être une sexualité, vous, avec, enfin, que vous donniez du plaisir autrement. Oui. Avec, je sais pas, il peut y avoir des jouets intimes, si vous, enfin, ça remplace pas, hein, mais ça remplace pas évidemment le contact de la peau, là. Peut-être, lui, si c'est par le biais de jouets, ça ne le stimule pas non plus. Ça le stimule un petit peu mieux. Bon. Oui, si. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il pratique surtout beaucoup l'autosatisfaction, quoi. Il n'y a pas de pénétration, jamais. Il n'a pas d'érection? Très difficilement. Oui. Il n'a jamais vu des jours mieux que d'autres, mais ça reste difficile. Mais il n'a jamais vu de médecin? Non. Oui, mais c'est ça, vous voyez. J'arrive pas à lui faire comprendre ça. Pour lui, il est normal. C'est qu'il est fatigué, c'est qu'il n'est pas bien. Oui, mais pas sur 20 ans, pas tout le temps. Voyez, c'est ce que j'essaye de lui expliquer tout le temps, mais... En tout cas, plutôt que d'essayer de lui expliquer, dire que vous en souffrez et que vous aimeriez bien, puisqu'il vous aime, qu'il tient à vous, est-ce que vous pourriez pas demander, parce que déjà qu'il a un bilan, dire est-ce que peut-être cette fatigue, voire faire un bilan hormonal sur le plan de la testostérone, parce que c'est vrai que s'il a un manque de testostérone, ça peut s'expliquer. Hein, c'est quand même la testostérone chez les hommes l'hormone masculine qui fait qu'il y a ces pulsions, ces désirs. Bon, alors il y a des hommes qui ont un taux un peu bas. Et puis, en fonction de ça, si c'est normal, peut-être dire, écoute, moi vraiment là, ça me pèse et est-ce qu'on pourrait pas au moins faire une démarche vers un sexologue? Oui. Puisqu'il vous aime, il serait peut-être prêt à vous faire plaisir au moins sur ce plan-là. Je crois pas, il se remet pas du tout en question. Oui, mais alors vous lui dites, moi j'ai envie que tu me fasses plaisir au moins de ce côté-là et qu'on aille en parler ensemble. C'est-à-dire pas lui tout seul, mais qu'on aille en parler ensemble. Et peut-être que ça pourrait vous ouvrir certaines pistes. Vous voyez, c'est là que vous vous incluez. Vous dites, bon, moi écoute, franchement, j'aimerais bien qu'on aille quand même voir quelqu'un pour voir si tout est normal ou si moi ça me rassurerait en tout cas. Vous pouvez lui présenter comme ça. Et il a envie s'il a envie de vous faire plaisir, au moins là, et de pas vous perdre, il le fera certainement. Mais déjà qu'il y ait ce bilan hormonal. D'accord? Oui, d'accord. Bon courage. Merci Annie. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. On accueille maintenant Leïla. Bonsoir. 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 Je vous écoute Leïla. Il nous reste peu de temps, mais vous vouliez revenir sur le témoignage de Colette.
Oui, voilà. Donc moi, je suis éducatrice à l'aide sociale à l'enfance, donc forcément, ce qu'elle a pu dire, ça vous parle, oui. Voilà, parler. Donc déjà, la première chose qu'elle pourrait faire éventuellement, c'est appeler le 119. Donc j'ai pris en cours. Je ne sais pas si ça vous lui en avez parlé. Le 119, oui, mais je me suis dit qu'après, le temps qu'ils établissent les dossiers, et tout, ça peut être un peu long. Non, c'est plus rapide. C'est extrêmement vraiment rapide. C'est pas toujours les échos que j'ai eus. C'est la procédure la plus rapide, c'est-à-dire qu'à l'aide sociale à l'enfance, quand il y a un 119, on est obligé d'apporter une réponse entre 1 et 3 mois. Ouais. Donc on a 1 à 3 mois pour évaluer et rendre réponse, faire une conclusion de la situation. Alors on peut dire que ça peut être long, mais enfin cet enfant, c'était au moins déjà à 5 ans, elle avait des hématomes, elle en a 11, donc oui. On peut intervenir dans la semaine qui suit. D'accord, bon, c'est bon de le savoir alors. La chose qui est intéressante sur le 119, c'est qu'elle peut le faire de manière anonyme. Et qu'elle peut préciser lorsqu'elle appelle les professionnels qui sont habitués à recueillir les informations qu'elle souhaite que les parents de cette jeune fille ne soient pas informés avant qu'il soit reçu. Donc ça, c'est une première chose. Oui. Après, si elle fait un signalement, si elle décide donc d'écrire, maintenant le parquet ne traite quasiment plus des affaires de protection de l'enfance en premier ressort. Donc il faut qu'elle écrive à la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui, elle, fera un filtre et décidera ou pas de saisir le parquet ou de redescendre la situation à l'aide sociale à l'enfance. Alors attendez, c'est un peu technique. Parce que, c'est hyper technique et il faut essayer d'aller au plus simple, c'est-à-dire parce que là, elle a écrit au procureur de la République. C'est l'aide sociale à l'enfance. Ouais, c'est le 119. Le plus simple, c'est le 119, parce qu'elle va avoir déjà des professionnels qui vont lui poser des premières questions et qui vont évaluer très rapidement au téléphone si c'est un caractère d'urgence ou pas. Bon, donc qui contacte l'aide sociale à l'enfance? Parce que est-ce qu'un particulier peut le faire aussi, contacter l'aide sociale? Qui. Voilà, l'aide sociale à l'enfance. Concrètement, le numéro, on l'a comment? On va essayer d'être concret. Alors, elle tape, c'est le conseil général de toute façon, l'aide sociale à l'enfance. C'est ce que je disais, oui, conseil général. Elle contacte le conseil général du lieu de résidence de l'enfant, du lieu de résidence de l'autorité parentale. Voilà, toujours de l'enfant, d'accord. Et là, elle peut demander à parler à quelqu'un ou elle doit faire un courrier? Elle peut demander, mais c'est pour ça, rentrer en contact directement à l'aide sociale à l'enfance, ça peut être compliqué selon les territoires. Oui, c'est vraiment, ça dépend. Oui. Mais le 119, c'est l'aide sociale à l'enfance. Oui, d'accord. C'est déjà mettre un pied à oui, c'est ça. On est déjà, effectivement, c'est au niveau gouvernemental. Donc, Parce que le parquet, ça peut être beaucoup plus long. Parce que si le parquet n'a pas suffisamment d'éléments, il ne se saisira pas. Et il redescendra à l'aide sociale à l'enfance. C'est ce que je craignais. Donc c'est ce qui va être le plus long. C'est ça, c'est-à-dire que dans la mesure où il estime, le procureur, il y a pas suffisamment d'éléments, bon, il va pas classer comme ça, mais c'est ça, il va transmettre et c'est encore du temps de perdu, quoi. Donc voilà. C'est pour ça qu'à un moment, l'aide sociale à l'enfance est le plus, comme vous dites, le plus approprié. Ouais. Et d'autant que le procureur peut décider d'une enquête de police qui peut-être sera pas menée rapidement non plus. Comment fait-on, très vite pour conclure, quand l'enfant, il y a un soupçon de maltraitance des deux parents, et si au moment où l'enquête est faite, pour qu'il n'y ait pas de représailles sur l'enfant en disant il a parlé parce qu'il est encore chez ses parents, qu'est-ce qui se passe? Déjà ça c'est extrêmement rare. En général, dès qu'on intervient, les parents se calment. Ils veulent pas que leur enfant soit retiré. C'est bien de le dire. Si par contre nous on sent que l'enfant est en danger, une mesure de protection, donc un placement en l'occurrence, ça peut intervenir dans la journée. D'accord. Bon, c'est important. Il peut arriver qu'on aille chercher un enfant à l'école le jour même. Voilà, c'est important. On va rappeler. Merci beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler Leïla, parce que vos renseignements sont précieux et peuvent être utiles. Je vous remercie infiniment. Merci et bravo pour votre travail. Au revoir. Au revoir. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves malgré tout. Il est maintenant 1h sur Europe 1, c'est l'heure des infos présentée par Laurence Gontier.